Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts. On va parler un peu de droit. Un samedi matin, c'est toujours léger. Donc, je vais vous parler de stratégie antisyndicale ou comment l'employeur cherche à empêcher l'acteur syndical de se syndiquer ou d'être efficace. Donc, juste un peu pour contextualiser comment on est venu à cette recherche-là. En fait, on est parti de l'idée, en fait, il y avait plusieurs tentatives de syndicalisation qui se sont produites au Québec et on a vu que ça ne fonctionnait pas pour différentes raisons. Et on a vu que l'employeur était très, très opposé à la syndicalisation dans ces cas-là. Et on a réalisé qu'au Canada, il n'y a pas beaucoup de recherches qui portent justement sur les tactiques antisyndicales. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup en Angleterre, mais au Québec et au Canada, et surtout au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Et l'explication qu'il y a derrière ça, c'est on se fait dire que, dans le fond, les cadres juridiques sont favorables à la syndicalisation et donc, nous, on est chanceux, les employeurs acceptent la syndicalisation et la législation la favorise. Donc, on ne devrait pas avoir vraiment de tactique antisyndicale. Mais nous, ce qu'on voit, en fait, c'est que les stratégies antisyndicales font partie de la vraie vie. Ça fait partie d'une nouvelle normalité en relation du travail. Donc, les objectifs de la recherche, premièrement, on voulait proposer une nouvelle typologie qui répondait aux besoins ou au contexte québécois et canadien. On voulait analyser le phénomène des tactiques antisyndicales, notamment par une recherche jurisprudentielle, donc des décisions. Et on voulait analyser les stratégies antisyndicales à l'aide d'une typologie qu'on a raffinée et qu'on raffine toujours, parce qu'on découvre toujours des nouveaux trucs. L'employeur trouve toujours des nouveaux trucs pour tenter de miner l'action syndicale. Je vous parle un petit peu de métaux, j'espère pas vous endormir, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce qu'on a fait. Alors, on a analysé la jurisprudence de 5 provinces, donc l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec et Terre-Neuve et Labrador. Et on a étudié certains articles en particulier. Donc, on a étudié les articles qui protègent contre l'ingérence de l'employeur, contre l'intimidation ou les menaces pour empêcher quelqu'un de devenir membre d'un syndicat. Les dispositions qui protègent contre les représailles. Donc, quand un salarié exerce un droit qui est prévu par la loi, on le protège contre les représailles de l'employeur. Et en Alberta, il y a un cas vraiment particulier où on protège le salarié qui refuse de poser un geste illégal à la demande de l'employeur. Donc, ce sont les articles qu'on a étudiés, mais il y en a plein d'autres. On n'a pas étudié la négociation de bonne foi, par exemple, et là, on sait qu'il y a un paquet de tactiques antisyndicales. Pour monter notre base de données, on a analysé plus que 600 décisions, donc, et on en a retenu 351. Et ça veut dire que dans ces 351 décisions-là, l'employeur a été condamné pour au moins une pratique antisyndicale. Okay? Donc, celles où la CRT a dit non, il n'y a pas de tactique antisyndicale, on ne les a pas retenues. On a vraiment gardé celles où il y a une tactique antisyndicale. Et la recherche, dans le fond, cible une période de 10 ans. Donc, c'est la période de vie de la CRT au Québec. Donc, 10 ans, c'est quand même assez long. Et on a fait de la recherche dans différentes bases de données juridiques pour trouver les différentes décisions. Pour vous montrer, je vous parle un petit peu rapidement des cas, du nombre de cas, en fait, qu'on a retenus. Vous voyez, en Alberta, il y en a 34. En Colombie-Britannique, il y en a 99. En Ontario, il y en a 58. Et au Québec, il y en a 156. Et à Terre-Neuve, il y en a 4. Alors, qu'est-ce qui se passe à Terre-Neuve? C'est pas parce que les employeurs sont particulièrement gentils. Non. En fait, ce qu'on s'est fait dire, c'est que quand les employeurs voient que la CRT est sur le point de donner raison aux salariés, il y a un règlement hors cours et ça finit là. Donc, les décisions, on ne peut pas les trouver. C'est comme ça que ça s'explique. Ensuite, je vous parle rapidement des stratégies antisyndicales, juste pour que vous puissiez un peu comprendre un peu de quoi je parle. Il y a 2 grandes stratégies antisyndicales. La première, c'est la stratégie de substitution. Alors, dans ce cas-là, on essaie de fournir une alternative au syndicat pour éviter qu'il y ait un syndicat qui s'installe ou de prendre le contrôle du syndicat. Alors, la campagne de cooptation que vous voyez là, ça, c'est le moment où l'employeur est très, très gentil avec ses salariés pour éviter que le syndicat s'installe.
Donc, il va faire toutes sortes de promesses, il va améliorer les conditions de travail, il va régler des griefs qui traînent depuis longtemps. Donc, vous n'avez pas besoin d'un syndicat, venez me parler, ça se règle tout seul. La campagne de contrôle, c'est là où on essaie de contrôler le syndicat, soit en créant un syndicat de boutique ou soit en favorisant un syndicat au détriment d'un autre. Donc, il y en a un qui est plus conciliant, on va l'aider à s'installer. L'autre stratégie, c'est celle de suppression. Et là, on cherche à faire disparaître ou à éliminer le syndicat. Il y a la campagne de peur. La campagne de peur, elle est bien nommée, ça sert à faire peur. Qu'est-ce qu'on fait? On intimide, on harcèle, on surveille les salariés, on les congédie. Okay? Donc, ce sont des tactiques qui sont vraiment agressives. Et on a aussi la campagne de blocage qui, elle, sert à empêcher le syndicat de fonctionner. Donc, on ne répond pas aux demandes du syndicat. Donc, on dépose des demandes légales. On négocie de mauvaise foi. Donc, on essaie de l'empêcher de fonctionner et de miner sa crédibilité. Au cours de la recherche, on est parvenu à 3 grands constats. Première chose, c'est pas vrai que les employeurs canadiens y acceptent la syndicalisation. Et ils ont beaucoup recours à des tactiques antisyndicales qui sont agressives. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que, bon, vous avez la campagne de cooptation qu'on ne voit pas tant que ça dans les différents cas. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que la campagne de cooptation, quand on la trouve dans des cas, elle n'est jamais toute seule. Donc, on va reconnaître la campagne de cooptation juste quand il y a une autre campagne. On a fait peur, on a intimidé les salariés, puis oups, on leur a promis des choses. Là, on va pénaliser la cooptation. Mais sinon, les cas où il y a juste la cooptation qui a été reconnue, on n'en a pas. Campagne de contrôle, il y en a quand même aussi beaucoup. Ce qu'on voit, c'est surtout l'employeur qui favorise un syndicat au détriment d'un autre. La campagne de blocage, c'est quand même une tactique qui est quand même assez populaire, mais ce qui ressort beaucoup, c'est la campagne de peur. Et là, ce qu'on voit, vous voyez par exemple en Ontario, 113 sur 58. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une décision, l'employeur a posé plusieurs gestes antisyndicaux. Donc, il a utilisé plusieurs tactiques de peur dans le même cas. Même chose au Québec, là, 187, c'est pas qu'on ne sait pas compter, là. C'est vraiment parce que l'employeur, il est très créatif. Hein? Il utilise toutes sortes de choses. Donc, 187 sur 156, c'est assez parlant aussi. Et vous voyez que dans presque tous les cas, on a des tactiques de peur. On a essayé aussi, dans la recherche, de trouver une façon de mesurer l'intensité des stratégies antisyndicales. Je vais vous avouer que ce n'est pas évident. Une des choses qu'on a vues, par exemple, c'est un employeur qui fait parvenir de la littérature antisyndicale à ses salariés par la poste et un autre qui le fait par huissier. Alors, on s'entend que quand le huissier débarque chez vous, il sonne, il vous remet la lettre, c'est un peu plus intimidant. Mais ça, on n'est pas capable encore de quantifier l'intensité. Mais ce qu'on a fait, on a quand même trouvé des trucs. Donc, on a regardé dans quelle mesure l'employeur varie ses outils. Donc, dans plusieurs cas, en fait, la majorité des cas, l'employeur va utiliser une seule tactique. Donc, soit juste une seule campagne, pardon, soit juste la peur, juste le blocage ou juste le contrôle. Mais vous voyez, il y a quand même 33 cas où l'employeur utilise 3 campagnes. Donc, peur, blocage, contrôle ou cooptation. Mais là, on commence à varier beaucoup les stratégies. Et on a quand même 3 cas où l'employeur a utilisé les 4 campagnes. Donc, la peur, le blocage, le contrôle et la cooptation. Ça, c'est des cas, quand on les lit, on fait « wow! » Je ne peux pas croire que l'employeur pensait s'en sortir. Hein? C'est quand même assez intense. L'autre façon aussi qu'on a essayé d'utiliser pour mesurer l'intensité, c'est de compter ou de vérifier le nombre de tactiques. Donc, dans la majorité des cas, il y a 1 à 4 tactiques, donc 1 à 4 gestes que l'employeur a posés. Mais il y a quand même des cas, si vous voyez, 5 à 9 tactiques ou 10 à 11 tactiques. Là, on a vraiment un employeur qui ne veut pas avoir de syndicat dans son entreprise. Et il va varier les tactiques et il va utiliser toutes sortes de façons pour essayer de parvenir à ses fins. Deuxième constat, les stratégies antisyndicales ne sont pas utilisées juste au moment de l'accréditation, mais après.
Et ce qu'on lisait, nous, dans la littérature, c'était que c'est vraiment quand le syndicat essaie de s'installer dans l'entreprise, oui, qu'il y a beaucoup de tactiques antisyndicales. Mais nous, ce qu'on a vu, et là, vous voyez, on a déterminé 4 périodes, donc avant le dépôt de la requête en accréditation, entre le dépôt de la requête et l'accréditation, entre l'accréditation et la conclusion d'une première convention collective, et ensuite, après la première convention collective. Et ce qu'on voit surtout, en fait, c'est que c'est après la conclusion d'une première convention collective qu'il y a le plus de tactiques antisyndicales. Comment on explique ça? Le cadre juridique. Alors, dans les 3 premières périodes, la loi prévoit des protections contre le changement des conditions de travail. Donc, l'employeur, il n'a pas vraiment intérêt à agir là parce qu'il sait tout de suite que il va avoir une intervention rapide. Donc, c'est ce qu'on remarque surtout. L'autre chose qu'on remarque, pour la période 1, donc avant le dépôt de la requête, au Québec, le pourcentage est très, très bas. C'est 6 % des cas où il y a une tactique. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on peut se syndiquer en signant des cartes syndicales, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces. Et là, clairement, ça a un effet. Troisième constat, ce qu'on a vu aussi, c'est que les sanctions, et on a étudié les tactiques, mais on a commencé aussi à étudier les ordonnances, donc les remèdes que les CRT donnent. Et ce dont on se rend compte, c'est que les sanctions ne sont pas suffisantes pour décourager les employeurs. Ce qu'on a constaté, et là, vous avez un très, très gros tableau, je ne vous lirai pas tout ça, mais ça, c'est tous les remèdes qu'on a répertoriés dans nos 351 cas. Ce qui ressort, c'est qu'il y a des remèdes qui sont classiques, qu'on utilise beaucoup, qui sont réintégrer la personne en emploi, qui sont compenser la perte de salaire ou la perte de l'emploi d'un point de vue financier, ou d'annuler les mesures disciplinaires. C'est ce qu'on voit le plus. Tout ce qui relève des sanctions plus sévères, donc les dommages punitifs, on a 2 cas. Aussi, ce qu'on a vu, c'est dans certaines provinces, les CRT ont forcé l'employeur à aider le syndicat, donc en assumant certaines dépenses du syndicat pour compenser le dommage fait par les tactiques. Donc ça, on l'a vu dans quelques cas aussi. Et on a vu, parce que là, je ne vous ai pas parlé beaucoup du cadre juridique, je n'ai pas le temps, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a certaines provinces aussi qui ont le droit, lorsqu'il y a des tactiques antisyndicales, d'octroyer une accréditation pour compenser cet effet-là. Donc, on a vu quelques cas où ça a été octroyé, mais pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, en fait, de cette recherche-là? J'aurais pu vous parler un petit peu plus longtemps du cadre juridique parce que j'ai un petit peu plus de temps, mais vous me poserez des questions. Donc, ce qu'on retient, nous, ce qu'on a vu beaucoup, c'est le cadre juridique a beaucoup influencé l'utilisation des tactiques antisyndicales. Donc, les périodes qui sont protégées par la loi, on ne voit pas beaucoup de tactiques. Mais est-ce que ça élimine les tactiques? La réponse, c'est non. Ça les déplace. Donc, ça se passe après la conclusion d'une première convention collective, souvent quand on va négocier le renouvellement. Quand on nous dit qu'au Canada, les employeurs, ils acceptent, ou en tout cas, ils subissent de bonne grâce la syndicalisation de leurs entreprises, bien, le recours à la tactique de part qu'on a vue, ça démontre que c'est pas vrai. Donc, on ne peut pas dire là, qu'ils acceptent ça et qu'ils sont contents. Ils vont prendre les moyens qu'il faut pour parvenir à leur fin. Donc, ce qu'il nous reste à faire, en fait, on est en train d'étudier les remèdes des CRT. Donc, on a commencé à compiler ce qui a été fait, mais on voudrait voir ce qui pourrait être fait pour que ce soit plus dissuasif. Donc, ça, c'est la suite éventuelle de la recherche. Merci.